Je vais demander à l'association Prévenir Autrement de venir, enfin Médecine Autrement de venir ici, s'il vous plaît. L'association Médecine Autrement. François Dalmé. Catherine Janot. Leïla. Docteur Sandrine Gabro. Docteur Alban Couture. Venez. L'association Prévenir Autrement. Merci. Claire Bondo de Pamplona. Donc voici les membres de l'association Médecine Autrement et Prévenir Autrement qui nous ont aidés à organiser ce congrès. Je vais demander au professeur Muriel Matoni, président de la CME, au docteur Boas, président du conseil d'administration de la clinique Chenieux, président de la CME du CHU. Venez de ce côté. Merci. Monsieur Galeg, qui est donc le directeur de la clinique Chenieux. Et le doyen Pierre-Yves Robert nous a mis un petit mot. Et qui j'ai oublié sur le programme. Allez-y, vous pouvez basculer sur le programme. Qui j'ai oublié sur le programme? Non, pas encore. Non, surtout pas encore. C'est bon? Avant. Merci Muriel. Et François Patouille sera en visio. Monsieur Galeg, voilà. Et puis je vous demande d'applaudir donc Monsieur le maire, Monsieur le médecin. On va commencer donc d'emblée à se mettre en relation avec Monsieur le doyen de la faculté de médecine. Allez-y s'il vous plaît, merci. On va donc se tourner vers pour écouter le doyen. Chers et chers collègues, chers et chers amis, c'est une grande fierté de vous accueillir nombreux à Limoges et un grand regret de ne pas être avec vous pour ce premier colloque de médecine narrative à Limoges. Ce colloque va mettre en avant une démarche qui devrait être au cœur ou à la base de notre exercice médical, écouter nos patients, qui ont souvent beaucoup plus à nous dire que ce que nous voudrions entendre. La faculté de médecine de Limoges est mobilisée de longue date sur ces questions au travers de ses méthodes pédagogiques. Voici plus de 20 ans que la fin du deuxième cycle est évaluée par un examen au lit du patient et aujourd'hui par une confrontation directe via les écosses à des patients standardisés. Chaque année de leurs études, nos étudiants en médecine sont confrontés au quotidien à des situations où l'écoute du patient et le raisonnement clinique sont enseignés et évalués. Parmi les plus belles réalisations locales, je veux citer l'unité d'enseignement en sciences humaines et sociales, pilotée par Élise Deluche et qui aujourd'hui fait école dans d'autres universités. La thèse de sciences de Fabien Fredon sur les compétences non techniques des chirurgiens sous la direction d'Hélène Agege. Les travaux du département universitaire en sciences infirmières sous la direction de Pascal Belloni et Jean Toniolo. Ou encore les travaux de Maryse Fiorenza à l'espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine. Mais écouter le patient est aussi objet de recherche et de méthodes scientifiques. Vous allez maintenant en débattre pendant les 2 jours qui viennent. À l'issue de ce colloque, de nombreux projets doivent voir le jour à Limoges, des unités d'enseignement, des diplômes d'université, des conférences grand public et un protocole d'analyse scientifique de lettres de patients. Enfin, je tiens aujourd'hui à tirer un beau coup de chapeau à Maxime Sodji, qui par sa fidélité, son dynamisme et son charisme a été déterminant dans la réussite de ce beau colloque dans une remarquable synergie publique-privée. Encore une fois, bienvenue à toutes et tous à Limoges et je vous souhaite sur ces 2 jours des discussions riches et stimulantes. On va maintenant passer la parole au professeur François Patou qui est en visio avec nous. Bon, merci beaucoup à Maxime de m'avoir invité. Un rendez-vous que je ne pouvais manquer bien sûr ce matin. Nous connaissons depuis plus de 30 ans. Et c'est vrai que tous deux, nous avons d'autres
traverser un bout d'histoire moderne qui a vu l'obésité apparaître, encore en France un peu apparaître, il y a 30 ans, on a de santé légitime, mais il fallait s'occuper. Et puis, dans un but, un relatif désert, à la fois conceptuel et puis organisationnel. Les équipes professionnelles n'existaient pas, la théorie était bien loin de ce qu'elle était aujourd'hui, les médicaments n'en parlent pas, et la chirurgie paraissait totalement surréaliste. Et donc c'est dans ces conditions quasi exploratoires qu'on a pu commencer avec beaucoup, et notre génération précédente, à s'intéresser à cette pathologie incroyable, et bien sûr à travers elle, à des patients qu'on a découverts, parce que les médecins, un peu plus que les autres, n'ont a priori d'empathie ou de lien particulier quand ils n'en sont pas atteints avec cette pathologie si particulière. Et il faut dire que c'est sur le terrain que nous sommes confrontés aux difficultés qu'on a essayé de résoudre avec les équipes, avec les patients. Et évidemment, tous les collègues qui se sont approchés, alors on n'appelle pas ça médecine narrative, mais tout le monde s'est à l'évidence appuyé sur la parole, sur l'échange et sur cet échange mutuel et cet apprentissage mutuel avec les patients et les équipes qui a été une aventure formidable. Alors, je ne vais pas faire de grand discours, vous avez parlé de médecine narrative, vous avez parlé de lettres des patients. Effectivement, à l'occasion de l'appel de Maxime il y a un an, j'ai rédécouvert. On avait dans le cas 3000 lettres manuscrites, la plupart des patients qui étaient écrites lors de la première consultation où vous demandez de les rencontrer, 3000 lettres marquées à la main d'histoires personnelles, de souffrances, de demandes, d'espoir. Une matière évidemment très intéressante qui sera sûrement passionnant d'explorer. Mais je voudrais juste vous dire, puisque j'ai bien sûr que quelques minutes, je voudrais vous montrer deux images et vous parler d'un aspect particulier. Est-ce que vous voyez mes images? Alors, comment je peux faire pour... parce que j'avais l'impression que je vais partager. Bon, bref, si on les voit pas, c'est pas grave, je vais pas retarder. Parce que moi, j'ai l'impression que je les partage. C'est comme ça. Donc, moi, je voulais montrer la première image, je vais vous les décrire, ça va être tout simple. La première image, elle vous montre sur les marches de l'hôpital un groupe de 200 personnes qui mélangent équipe médicale, patients, chercheurs, tous ensemble, qui sont venus pour ce qu'on appelle la journée patient-chercheur. C'est notre façon de faire de la recherche médicale narrative. C'est ça que je voulais vous dire. Un point particulier de cet échange qui font sur les mots, sur la parole, médicale narrative. Donc ces 200 personnes sont les patients qui acceptent de participer à des études sérieuses, très sérieuses, des études de biologie, ils donnent des échantillons, on fait des tas d'études depuis 30 ans, des essais randomisés, et donc ils ont accepté ou consenti à participer à des études qui parfois leur demandent beaucoup d'efforts, un peu de souffrance aussi, parce que faire des analyses sanguines, des épreuves dynamiques, c'est parfois difficile, avec une grande ingéniosité. Donc il nous a semblé utile pour améliorer la recherche et pour la rendre plus participative, pour la rendre plus réelle, d'avoir un électeur avec le patient. Alors donc, voilà. Donc, ces 200 personnes qui sont là, c'est une journée où, chaque année, les chercheurs qui utilisent la génétique, les tissus de nos patients, sont devant les patients et en 10 minutes doivent décrire leurs résultats avec des gens qui ne connaissent ni la biologie, ni la médecine, ni les recherches que vous faites. Et c'est absolument passionnant. Vraiment... Ça, c'est la première image que je voulais vous montrer, c'est l'idée de faire participer les patients à la recherche en les impliquant à un niveau qui est commun, c'est-à-dire sans être dans le top-down. C'est des journées où il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'échanges face à face, des ateliers, et on peut vraiment échanger. C'est vraiment très intéressant, et on apprend aussi à améliorer la façon dont on fait la recherche avec eux. La deuxième image, c'est un petit dispositif que peut-être certains d'entre vous connaissent, qu'on a développé, et qui est un calculateur qui permet de prédire, avec quelques éléments simples qu'on renseigne en ligne dans l'ordinateur, la trajectoire de perte de poids après une chirurgie. Alors si on le voyait, ce serait plus spectaculaire, mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que c'est très savant, le moteur est extrêmement compliqué, la précision de la prédiction est assez étonnante, et ça a été aujourd'hui, c'est utilisé 2000 fois par jour dans le monde, donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que nous avons associé les patients
dans la phase de restitution des résultats, à la façon dont le calculateur est mis en ligne. Si vous le voyez, vous verrez, et c'est les patients qui nous ont expliqué ça, les médecins avaient oublié que dire à quelqu'un qu'il va perdre 2 kg par mètre carré, 12% de son poids, ça n'a aucun intérêt. Même les médecins n'ont pas une idée précise, concrète de ce que ça veut dire. Et il était donc indispensable de revenir à des kilos. Et avec quelques sauts mathématiques, c'est pas très compliqué. Et cet outil donne des courbes en kilos. Moi, j'ai des kilos, et ma courbe, on me parle avec des kilos. Je vais donc voir ma courbe qui va faire 10 kilos. Et c'est vraiment un outil qui, parce qu'il est enfin accessible des deux côtés, de la même façon, à égalité, on parle de la même chose, qui facilite l'échange et la décision partagée. L'idée, c'est de pouvoir, par exemple, comparer les résultats attendus d'un gastrique bypass ou d'une sleeve. Et si vous dites à quelqu'un que vous aurez 17% de perte de poids et 22% de perte de poids, ça ne veut rien dire. Même pour le médecin, ça ne veut rien dire. En revanche, si vous lui expliquez, vous lui montrez sur ces courbes le résultat, c'est tout à fait différent. En kilos, il pèse 122, il sait ce que ça veut dire 83, et il peut se rendre compte et choisir avec vous sur cet élément, mais on va peut-être sur plein d'autres dans la discussion. Donc, ce que je voulais ici dire, c'est l'importance d'impliquer les patients dans la recherche. Et pour ça, il faut faciliter l'échange en abordant les points avec un langage commun. Et là, on en est à la recherche médicale narrative, c'est un petit peu exagéré sur le plan sémantique, mais en tout cas, l'idée, c'est que, comme pour la médecine narrative que vous allez évoquer toute la journée, si on veut impliquer les patients, la première des choses, c'est de comprendre et de parler le même langage, sinon on ne peut pas échanger et être efficace. Voilà juste la petite illustration que je vais vous faire de cette thématique que vous avez abordée pour toutes ces dimensions aujourd'hui. Et avec ça, je m'arrête là, en remerciant encore 1000 fois Maxime de m'avoir donné l'occasion de présenter ces quelques points, et en le remerciant beaucoup de son invitation, et en le félicitant, ainsi que toute l'équipe qui a participé à la mise en œuvre de ce programme extrêmement original. Je suis persuadé qu'il d'abord il se répétera, mais il se multipliera dans les années à venir, j'en suis convaincu. Je vous souhaite un excellent congrès et 2 journées formidables. Je sais qu'il y a quelques Lillois qui sont parmi vous, qui ont envoyé des images, et on est ravis d'y participer. Excellent congrès à tous et bonne journée. Cher François, merci. Et le congrès sera enregistré et je te le montrerai. En tout cas, tu vas me manquer. Et à très vite. Merci. On va donc laisser la parole à Jean-Claude Bourras, cher collègue, cher ami, président du conseil d'administration de la clinique. Bon, alors, je précise tout de suite que je suis radiologue, donc c'est tout à fait improbable de me retrouver dans cette situation. Mais je voudrais dire 2 choses. La première chose, c'est 2 merci en fait. 2 merci à Maxime de m'avoir ouvert et fait connaître cette médecine narrative. Moi qui suis radiologue et qui baigne dans l'intelligence artificielle, tous les congrès où on va, toutes les discussions tournent autour de l'intelligence artificielle qui au pire nous prévoit la disparition de notre métier, au mieux nous dit que ça va nous aider à avoir plus les patients, tout en disant aux investisseurs que ça va augmenter fortement la productivité. Donc, je suis très sensible à ça. Alors, il y a des petites choses, parce que j'étais au congrès de la Société d'imagerie de la femme samedi dernier, en 8, et pour la première fois, il y avait une table ronde avec un psychiatre qui nous expliquait qu'il fallait écouter les patientes et leur dire, pour voir comment elles voulaient avoir leur parcours de soins, etc. etc. Et donc, je vois qu'il y a quand même une petite chose. Bon. Et la deuxième chose, c'était un grand merci à Maxime. C'est une fierté de l'avoir dans notre établissement. Je le connais depuis très longtemps. On a commencé tous les deux notre carrière dans une petite ville qui s'appelait Confolens, côte à côte, où il n'y a plus de chirurgie. Il y a un peu encore de radiologie, mais très peu. Mais je pense qu'à l'époque, nous faisions de la médecine narrative sans le savoir. Voilà. Un grand merci pour ton parcours, ta curiosité et surtout le fait d'avoir toujours allié innovation et humanisme. Merci Maxime. Merci. On va laisser la parole à ma chère, le professeur Muriel Matonnet. Merci de ta bienveillance et de ton soutien. Merci Maxime. Alors, bon, on ne va pas remonter le temps, mais ça fait aussi 30 ans. On a eu
Toi, tu as fait un très beau parcours et tu continues à le faire, et merci pour ce que tu fais dans tout ce qui est au niveau du privé. Au niveau de l'obésité, mon parcours est un peu différent, puisque je suis à l'hôpital public, et je te remercie de m'avoir invité parce que c'est une collaboration majeure et ça prouve que ça marche, le privé et le public. Ça prouve que l'hôpital ne doit pas rester centré sur lui-même. On y apprend, certes, le savoir-faire, mais le savoir-être est quelque chose qui doit être diffusé et qui dépasse largement les murs de l'hôpital. Donc, tu en es la preuve. C'est à nous maintenant de nous emparer de cette médecine narrative. Donc, bravo à toi de l'avoir initiée à Limoges. Je crois que c'est le premier congrès sur ce thème-là à Limoges, donc bravo. La chirurgie de l'obésité, la prise en charge de l'obésité s'y prête, certes, mais pas que. Et elle peut largement être diffusée dans toutes les spécialités, et tu vas en être la preuve. Le programme est riche. Tu as invité une vaste brochette, et je connais Cynthia Fleury, je sais que c'est remarquable, c'est les messages qu'elle nous fait passer. Donc je souhaite à tous un très très beau congrès, et encore bravo. On va passer la parole à M. Kaliek, président, donc, en fait, directeur de la clinique de la clinique chez nous. Merci. Alors j'ai préparé un petit texte. Alors, donc c'est avec beaucoup de plaisir que, effectivement, je m'adresse à vous à l'occasion de l'ouverture de ces journées de médecine narrative à Limoges. Je suis très fier, ainsi que tous ceux qui collaborent aux travaux ou font partie de son cercle proche, que ce soit une initiative du Dr Maxime Solji, un praticien exerçant à la polyclinique de Limoges, et renommé, reconnu par ses pairs pour ses compétences médicales et son investissement hors du commun auprès de ses patients, ainsi que pour ses qualités humaines. Alors, en toute honnêteté, lorsque le Dr Solji a évoqué cet événement et qu'il m'a sollicité, je reconnais que le sujet m'était tout à fait inconnu. Alors, je me suis renseigné auprès des différents professionnels que je côtoie à la clinique, avec des éléments de réponse plus ou moins précis sur le sujet. Alors, j'ai consulté sur Internet, j'ai lu quelques articles plus ou moins abordables, et qui m'ont apporté quelques notions sur la médecine narrative. J'ai compris que cette discipline n'est pas nouvelle, mais qu'elle reste cependant nimbée de mystère. Clairement, c'est ce que j'ai pu lire. Alors je suis retourné voir Maxime Solji dans son cabinet, et nous avons échangé quelques instants en évoquant notamment l'expérience de Créteil et les bienfaits de la médecine narrative. Alors là, vous avez bien compris que je ne vais pas témoigner sur l'expérience de la médecine narrative, mais j'ai relevé quelques aspects que, pour un directeur d'établissement, qui me séduisent. Donc, trois aspects. En fait. Ça va être rapide. Donc, le premier, l'attention portée au vécu et au ressenti des patients. Alors, cela fait écho effectivement à des témoignages de patients ou de proches qui m'ont exprimé parfois ce manque d'écoute. Alors c'est ce récit partagé qui crée une relation de confiance, soignant-soigné. On en parle beaucoup dans les instances sur la clinique. Deuxième aspect, une médecine narrative qui contribue à former des professionnels de santé plus empathiques, attentifs et capables de comprendre la complexité humaine de la maladie. C'est exactement la recherche de sens qui est exprimée par les professionnels dans certaines situations. Et le troisième aspect, c'est remettre au centre la parole du patient. Voilà. Donc on parle souvent dans les projets de soins, les projets médicaux, de mettre le patient au centre de la prise en charge. Alors dans la médecine narrative, on met la parole au centre et on évoque cette émotion qui ne se voit pas dans les examens médicaux. Alors pour terminer, je pense avoir compris que la médecine narrative, à travers cette gestion des émotions et l'humanisation de la relation au patient, le renforcement de la cohésion et les espaces d'expression était aussi un outil puissant au service d'une qualité de prise en charge globale, centrée à la fois sur le patient et sur les équipes soignantes. Et c'est bien cela qui constitue effectivement le cœur d'une stratégie d'établissement. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et merci. Merci, monsieur le directeur. Je vous souhaite tous, mes collègues et les professionnels de santé,
de vivre dans une ville où le maire fut un psychiatre. Et il y a 4 ans, quand je lui ai parlé de la médecine narrative, il dit, mais ce que je faisais de la psychiatrie narrative. Donc il nous a facilité tout. Et tout ça, c'est gratuit. Merci, monsieur le maire. Viens là. L'homme qui doit prendre la lumière, c'est lui. Ah non, c'est lui. Je suis très heureux de voir côte à côte. Je suis très heureux de voir côte à côte les représentants de la clinique et de l'hôpital, parce que je suis un vieux médecin qui n'a jamais dissocié le public et le privé, qui sont financés de la même manière. Organisation sordide et sournoise qui fait qu'aujourd'hui, plus personne ne se retrouve dans le financement, ni les cliniques, ni l'hôpital. Et que d'un côté, il y a un directeur et des médecins qui gagnent beaucoup d'argent, et ça fonctionne qu'à un cas. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de directeurs et des médecins qui sont mal payés, et ça fonctionne qu'à un cas. Donc nous devons nous interroger. Mais je suis très heureux de cette participation parce que c'est que le système de santé. Mon cher Maxime, j'ai envie d'évoquer plusieurs choses. La première chose, c'est un témoignage pour dire que j'ai vu passer la médecine de médecine clinique à médecine de spécialité, et le patient de quelqu'un qui avait quelque chose à dire à quelqu'un qui n'avait qu'à la fermer et à subir. Le fait que tu reprennes aujourd'hui, toi, dans cette dimension, j'ai envie de te dire que nous deux, nous avons vécu la palabre. Que la palabre, c'est essentiel dans le respect et la reconnaissance de l'autre, et c'est une façon d'aborder la vie qui est indispensable. Et Muriel, que je connais un peu par ses patients, peut avoir la main ferme et très dure lorsqu'elle négocie ou lorsqu'elle organise, mais à quelque chose qui est extrêmement fort, comme toi, c'est qu'elle écoute et elle parle à ses patients. Et par rapport aux radiologues, les examens de radiologie devenant de plus en plus stressants, de plus en plus compliqués, je me rends compte que l'effort qui est fait au niveau des équipes pour rassurer le patient. Je vais être bref, mais mon cher Maxime, on est aujourd'hui black and white. Par contre, on a un fond commun, cette palabre et le fait de discuter et d'écouter. Parce qu'on était dans des sociétés où nous sommes nés qui étaient plus rurales, ou en tout cas qui avaient encore cette tradition. Aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés qui sont devenues des sociétés urbaines, et dans lesquelles, mondialement, les gens sont isolés, les gens sont perdus. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours interrogé, c'est qu'on a oublié l'éthologie, le comportement animal, nous sommes des animaux, on a oublié l'ethnologie, on a oublié l'anthropologie, et au bout du bout, on a oublié que l'homme est un animal doué d'un cerveau et doué de la parole, et que c'est par la parole qu'il échange et qu'il est en contact avec les autres. Très rapidement, je voudrais vous dire autre chose. C'est qu'on a oublié aussi la génétique. Dans un pays où il est interdit de différencier les gens selon leur origine, nous sommes incapables aujourd'hui de pouvoir positionner une clinique réfléchie à partir de la trajectoire et de l'origine ethnique, voire de l'origine étrangère de nos patients. 2 exemples. Quand je suis allé à Philadelphie en 1984, j'étais dans un quartier qui était un quartier riche, noir. Les États-Unis, et un quartier dans lequel il y avait des filles et des garçons merveilleux, et dans lequel il y avait une quantité d'obésité phénoménale. Ce que l'on a oublié, c'est que la génétique est prépondérante, et que si on met la génétique, plus les circonstances, plus la mauvaise nourriture, eh bien on a automatiquement de l'obésité.
Et donc, qu'a fait la mer Noire de Philadelphie? Ça a été la première à dire qu'il fallait diminuer les quantités de sucre, les quantités de produits consommés, c'est-à-dire qu'elle a fait un travail de médecine préventive. Le politique doit être à vos côtés pour vous aider. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que ce qui était la médecine il y a 60 ans revienne à la mode sous la forme d'une spécialité et d'une manière d'être morcelée. Alors que c'est un tout. Tu n'es pas un morceau, nous ne sommes pas des morceaux, nous sommes des tout. Et quand j'ai entendu notre radiologue préféré parler d'intelligence artificielle, je le dis et je le répète, pour avoir suffisamment travaillé sur les documents de recherche et les publications de recherche, je suis tombé ce matin sur deux publications. Deux publications qui sont en train de montrer que ChatGPT était en train de faire disparaître les capacités de concentration, de réflexion et de résolution de problèmes des gens qui l'utilisaient régulièrement. C'est très, très inquiétant. Or, et vous le savez, s'il n'y a pas de radiologue au bout de la machine, il n'y a pas de médecine, il n'y a pas de décision, et surtout, il n'y a pas de vérification de ce que donne la machine comme résultat. C'est vrai pour l'électrocardiogramme, c'est vrai pour l'électroencéphalogramme, c'est vrai pour des tas de choses. Donc Maxime, dans ta spécialité, tu portes l'intelligence de ce que m'avait dit M. Claude il y a bien longtemps. Il m'avait dit, Lamberti, vous savez, nous sommes en train de former des médecins qui ne savent pas ce que sont des êtres humains et qui ne savent pas comment les gens vivent chez eux. Eh bien, aujourd'hui, vous allez parler toute la journée de comment les gens vivent chez eux. Et enfin, je terminerai par un exemple. Quand on parle d'expérimentation, la maladie mentale, est-ce qu'il y a de plus difficile à expliquer à la population? Et elle est extrêmement difficile à expliquer aux familles. J'avais deux internes qui étaient des filles brillantes, qui avaient décidé qu'on essaierait de passer l'ensemble des expérimentations dans lesquelles on était. On avait une phase 2 et une phase 3, de deux produits différents, sur 30 malades hospitalisés, sans chantage, sans oppression, sans manipulation, en discutant avec les patients pourtant fous et avec leur famille. On a eu 30 inscrits dans les essais. Et sur ces 30, on en a eu 25 qui ont eu 10 ans avant les autres le traitement qui convenait à leur maladie et qui leur a permis de guérir. Donc oui, il faut expérimenter toujours. Et il faut se souvenir en permanence, que nous soyons chirurgiens, radiologues, n'importe quelle autre spécialité, que la première des vertus, notre travail repose sur l'expérimentation. Et que le législateur de gauche et de droite, qui a voulu lutter contre les aléas, nous met dans une mer de noir, pardonnez-moi cette grossièreté, mais en nous imposant la sécurité absolue. La sécurité absolue, c'est la mort programmée de la médecine et du malade. Or, nous sommes toujours dans des situations qui sont des situations exceptionnelles, parce que c'est un événement qui surgit dans une vie et qu'il va falloir prendre en compte. Et toi, c'est encore plus grave parce que les gens vivent avec. Donc on peut t'accuser et t'agresser à tout moment, entre le bénéfice que tu as fait perdre en opérant par rapport au bénéfice qu'il y avait à ne pas opérer. Et donc nous sommes là dans des situations qui sont devenues folles. Eh bien nous devons y réfléchir et le politique se doit de donner des choses claires, la protection de la population certes, mais aussi la protection des professionnels. Parce que quand les professionnels seront voués à tous les coups, il n'y aura plus de protection des individus, parce que les professionnels ne feront plus rien. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon congrès, et je vous demande d'applaudir Maxime. J'aimerais que tu dises un mot sur ce monsieur Puvif, monsieur Puvif, le mariage donc du végétal et de la porcelaine, qui est donc le cadeau que l'association Prévenir Autrement a voulu donner donc à tout le monde. Une phrase. Alors ce que je voudrais dire, c'est que
nous avons de magnifiques créateurs de porcelaine à Limoges, que j'ai voulu deux choses. J'ai voulu d'abord qu'on puisse avoir des créateurs qui s'installent au sortir de l'ENSA et nous avons mis à leur disposition des ateliers pour qu'ils puissent travailler. Et la deuxième chose, c'est que pour les célébrer eux tous, eh bien, nous sommes devenus ville créative de l'UNESCO parce que nous étions demandés partout dans le monde. Et qu'il y a quelque chose de très particulier. C'est que l'adage « nul n'est prophète dans son pays » s'applique à Limoges. À Limoges, on s'appliquait à surtout garder entre nous le fait qu'on était pauvre, qu'on était de gauche et qu'on ne pouvait rien faire. Moi, j'ai appliqué l'adage « nous sommes vivants, nous marchons et nous essayons d'aller vers un avenir qui soit radieux » et applaudissez-le. Au nom donc de l'association Privée Notre Main et du Congrès, et nous t'offrons ce cadeau et merci pour tout. On va donc... Il sera dans la vitrine de la ville de Limoges. Merci. 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 On va donc appeler les modérateurs. Pierre-Yves Robert n'est pas là, Muriel Matolé, donc tu merci. Jean-Charles, tu restes. Philippe Nkouko. Philippe Nkouko. Il est où, Philippe? Alors, puisque je suis sûr que vous allez bien modérer, je vous offre un cadeau d'emblée pour vous soudoyer en fait. Il boite notre Philippe Nkouko. Et donc, je vous offre un cadeau d'emblée, comme ça je vous soudoie pour que vous soyez de bons modérateurs. Le congrès commence. Merci. Merci.